Et bien maintenant, sans transition, je vais vous demander, sous les mêmes tonnerres d'applaudissements, d'accueillir mon collègue et ami Olivier Faure, premier secrétaire. Je n'ai encore rien dit. Bonsoir à tous, bonsoir Nadine, merci de nous accueillir dans ta ville, merci à tous d'être là. Et ce que j'avais envie de vous dire en commençant, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas si bien ensemble? Je le dis parce que tout à l'heure, en fin de manifestation, j'étais avec Gulsen, je croise une dame qui me reconnaît, m'accoste et me dit « Ah, monsieur Faure, bon, je vous aime bien. » Bon, ça commence bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec les autres? Alors, c'est qui les autres? Les insoumis, bien sûr. Ils sont affreux. Je dis oui, enfin, pourquoi vous dites ça? Ben, vous vous rendez compte, enfin, vraiment, ces gens-là, c'est pas la République, c'est complètement différent. Vous n'avez rien à voir à faire avec eux, etc. C'est horrible. Je dis, mais juste pour savoir, en fait, habituellement, vous votez pour nous? Vous votez, parce qu'à la présidentielle, vous avez voté pour qui? Et là, je me souviens plus très bien. Bon, d'accord. Mais, me dit finalement, en fait, je dois vous dire quand même, je suis au modem. Voilà. Voilà. Donc, le doute n'a pas été très long. Je savais qu'en venant ce soir parmi vous, je serais parmi les miens, parmi celles et ceux qui défendent la même conception de la vie et du monde. Et la raison pour laquelle nous nous sentons si bien ensemble, c'est précisément parce que nous défendons la même histoire, la même logique, la même vision, le même dessein. Et c'est au fond le débat qui nous anime en ce moment. On parle des retraites, mais c'est une vision du monde que nous défendons ensemble. Pendant des millénaires, depuis au fond que l'homme ne marche plus à quatre pattes, mais qu'il s'est élevé, depuis l'Homo erectus, depuis, pour les Français, l'homme de Totavel, qui est notre ancêtre le plus ancien, 450 000 ans, eh bien, depuis 450 000 ans, l'âge, le grand âge, a toujours été celui de la misère, celui de la déchéance, celui de l'humiliation, celui où on dépend des autres et souvent on ne dépend de plus de personne. Et le grand acquis, le grand conquis du XXe siècle, certainement la plus belle œuvre que nous ayons eu à construire ensemble, c'est précisément de faire en sorte que le grand âge soit enfin, selon les mots d'Ambroise Croizat, non plus l'antichambre de la mort, mais un nouvel âge de la vie. Le débat qui nous a animés n'est pas un débat médiocre, comme on finirait par le penser en écoutant le président de la République. Nous ne comprenons rien, il n'y a pas d'alternative, il faudrait de toute façon faire ce qu'il a dit parce que lui, il sait et que nous ne savons pas. Ce que nous savons profondément, c'est qu'il y a 40 ans, presque jour pour jour, en 1982, après que la gauche soit revenue au pouvoir derrière François Mitterrand, eh bien, nous avions à l'époque, je dis nous, je n'en étais pas encore, mais vous qui étiez déjà des électrices et des électeurs pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont quelques cheveux blancs ou quelques crânes chauves, et vous qui avez connu ce 10 mai 81, vous savez très bien ce qui s'est passé en 1982. Nous avons, ensemble, porté l'âge de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans. Eh bien, nous ne voulons pas faire le chemin à l'envers. Nous ne voulons pas repartir en arrière. Nous voulons conserver ce que nous avons conquis ensemble. Voilà ce que nous sommes venus dire encore aujourd'hui.
Et dire aussi que malheureusement, il existe encore des corps profanés. Je voudrais citer un auteur que vous connaissez sans doute, Édouard Louis, dans ce livre qui a fait sa célébrité, « Qui a tué mon père ?» Que disait-il quand il disait « Qui a tué mon père ?» Non, son père n'est pas mort sous les cris, sous les balles de qui que ce soit. Non, non, il est mort par l'usure et par le travail. Et il disait dans son livre, « L'histoire de ton corps, s'adressant à son père, l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique, parce que la politique, c'est pour beaucoup, chez Emmanuel Macron, à droite, une esthétique, une façon de vivre, un jeu. Mais pour tous les autres, pour nous tous qui sommes ici et qui savons pour qui nous nous battons et pourquoi nous nous battons, la politique n'est pas un jeu, mais une urgence pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui ont besoin de nous, pour celles et ceux qui n'ont que nous pour les défendre, pour celles et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui et qui ne veulent pas d'un président qui les méprise plus longtemps. Voilà ce que nous sommes venus dire. Voilà ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Et je regardais sur mon téléphone avant de prendre la parole. Figurez-vous que même la police donne un chiffre ce soir, qui est un chiffre qui est, lui, de 1,8 million de manifestants. Peu importe le chiffre. Peu importe le chiffre. Peu importe. Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis peu importe. Ce chiffre est le plus important de l'histoire sociale depuis 1944. Alors, ils pourront dire que vous n'étiez que 10 dans la salle, ils pourront dire que nous n'étions qu'1,8 million, peu importe. Chacun d'entre nous, parce qu'il a manifesté dans son village, dans sa ville, dans sa métropole, a vu tous ses voisins, a vu tous les gens qui, avec lui, sont au travail, venir manifester leur désaccord, dire que non, ça n'est pas possible pour les caristes, pour les infirmières, les aides-soignantes, pour celles et ceux qui se lèvent tôt, pour celles et ceux qui se couchent tard, pour celles et ceux qui font les 3-8, ce sont sur les chantiers, hiver comme été, pour celles et ceux qui portent des charges lourdes, pour ceux qui sont exposés aux matières dangereuses, pour celles et ceux qui ont un métier pénible. Eh bien, 2 ans de plus, c'est non. Et pour toutes celles et ceux qui, malheureusement, après 50 ans, 55 ans, 60 ans, ne connaîtront plus même le bonheur ou le malheur d'être au travail, ne connaîtront plus la joie du contremaître qui vous dit ce qu'il faut faire, parce qu'on nous dit que le travail est une valeur, sans doute, mais enfin, moi je préfère les gens qui donnent de la valeur au travail plutôt que ceux qui en parlent comme d'une valeur abstraite, qui n'aurait jamais été... Non, je vous laisse applaudir. Je vois que la droite défend le travail comme une valeur. La dernière fois qu'on a défendu le travail comme une simple valeur, ça ne nous a pas porté chance. Vous vous souvenez? Travail, famille, patrie. Ça, c'est ceux qui défendent la valeur travail. Moi, je défends avec vous le fait qu'on donne de la valeur au travail. Le fait qu'on puisse, et je pourrais rester 1 heure avec vous sur le sujet, mais je vais être bref parce que je veux laisser aussi Mathilde s'exprimer après moi et je veux qu'on puisse partir à des heures où vous n'aurez pas été lassés par notre discours. Mais vous dire que dans le travail, que la façon dont on le défend, c'est bien sûr les salaires, c'est bien sûr la retraite. Et si je veux parler d'une étape intermédiaire, c'est pour vous rappeler qu'avant la réforme des retraites, il y a eu une autre réforme, celle de l'assurance chômage. Je vous parlais à l'instant de ces gens qui, après 55 ans, ne trouvent plus de travail et donc qui émargeront au chômage. Mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? D'abord, ils vont voir leur pension diminuer drastiquement. 17% en moyenne. 17%. Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui, dans l'année qui s'est écoulée, les patrons du CAC 40, se sont augmentés, eux, de 50%. Tout à l'heure, Damien disait... Qui a été augmenté de 19% dans l'année?
laissons le service public tranquille pour l'instant. Je vais y revenir. Mais pour l'instant, je voulais quand même qu'on puisse se dire des choses très simples. Pendant qu'il y a des gens qui en sont accumulés 8, 9, 10 hors bord, 25 hôtels particuliers, etc., il y a des gens qui, arrivant au chômage, vont perdre d'abord 17% en moyenne et jusqu'à 50% d'indemnisation en moins. Ils vont perdre aussi 6 mois d'indemnisation. Après, ces gens-là, que se passera-t-il pour eux? Ils fileront au RSA, à la SS. Et pour eux, ce ne sera pas simplement 2 années de plus au travail. Ce sera 2 années au chômage. Et en réalité, 2 années d'humiliation de trop. Parce qu'ils auront, eux, contribué, oui, vous pouvez les applaudir. Oui, parce qu'eux ont contribué véritablement à créer les richesses. Vous savez, ces gens que le président appelait les premiers de corvée, enfin, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'il les appelait. En fait, lui, il a une préférence pour les premiers de cordée. Et nous, une préférence pour les premiers de corvée. Mais la réalité, c'est qu'il a aussi célébré ces femmes, ces hommes qui étaient, paraît-il, ceux qui tenaient le pays debout. Et puis, une fois les grands discours passés, il les a oubliés. Comme après chaque grand changement de méthode. Vous avez remarqué que Emmanuel Macron, dès qu'il y a un problème, il change de méthode. C'est toujours la même qui revient. Mais à chaque fois, il y a quand même un petit moment où, pour les plus naïfs, et ils sont de moins en moins nombreux, fort heureusement, il y a toujours un moment où on se dit, mais peut-être qu'il a vraiment changé. C'est son côté sarkozyste, vous savez, j'ai vraiment changé. Voilà, mais Et donc, nous défendons ensemble cette vision du monde, de la vie, qui n'est pas née n'importe quand, qui est née au moment d'un CNR. Alors, maintenant, le problème, c'est que tout est dévoyé. Il dévoie tout. C'est le problème de ce président, c'est que on voit bien qu'il a un habitus de droite, mais en fait, il a bien compris que pour être apprécié, entendu, compris, peut-être accepté, il faut utiliser des mots de gauche. Alors, il nous dit, voilà, je vais faire un Conseil national de la refondation. C'est la nouvelle méthode. En fait, après la majorité relative, il a voulu nous dire que maintenant, il allait écouter. Mais s'il veut écouter, il y a un moyen très simple, c'est de relire, en fait, ce que fut l'œuvre du Conseil national de la résistance. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous le devons à des femmes et à des hommes qui, pendant l'occupation nazie, avaient fait le choix d'imaginer le monde d'après, leur monde d'après, le monde dans lequel ils voulaient vivre. Et c'est face à l'oppression ultime qu'ils avaient pensé ce monde-là. Et c'est dans ce monde que nous vivons depuis. Nous leur devons tellement. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on touche au contrat social, on ne pouvait pas utiliser le 49.3. Là, je suis en train de vous dire, qu'est-ce qu'il dit là? Ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres moments où on peut l'utiliser. Je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, il est urgent de réformer nos institutions et de faire en sorte qu'il ne soit plus jamais possible d'utiliser sur une réforme, quelle qu'elle soit, le 49.3, parce qu'il est un abus de pouvoir. Et parce que le peuple français, dans sa grande sagesse, a fait un choix en juin. C'est de ne pas donner de majorité absolue à Jupiter, parce qu'il avait bien compris quelles étaient ses intentions. Il avait bien compris qu'il pouvait, lui, abuser du pouvoir qu'on lui conférerait. Et c'est la raison pour laquelle il n'a eu qu'une majorité relative. Mais donc, on ne pouvait pas utiliser le 49.3. On ne peut pas utiliser la force non plus, la force à l'Assemblée, mais on ne peut pas l'utiliser non plus dans la rue. Je vois depuis quelques jours, depuis quelques semaines, une génération qui s'éveille à la politique. Ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être, et ils sont là pour la première fois. Pour la première fois, ils sont venus apporter leur part au cri du peuple, venus dire ce qu'est leur propre intention, le sens qu'ils veulent donner à l'existence et le sens qu'ils veulent donner au collectif.
Et il est terrible de voir une génération découvrir la vie politique, la vie citoyenne, qui ne se limite pas à voter une fois tous les 5 ans. Citoyen, c'est tous les jours. Et les voilà qui découvrent leur vie de citoyen entre une nasse et une garde à vue. Et il y a quelque chose d'épouvantable là-dedans. Hier, j'étais à la recherche d'un jeune. J'ai raconté son histoire aujourd'hui sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter. Je peux le dire, c'est un jeune, c'est le fils d'un camarade insoumis. Sans doute, ce n'était pas écrit sur son front, mais c'est lui qui a pris les coups. Et il m'a raconté son histoire. Bon, je ne vais pas le raconter maintenant, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis, je veux m'acheminer aussi progressivement vers ma conclusion. Mais c'est quand même terrible de penser que ce jeune homme qui arrivait place de la Bastille, qui a simplement un moment dit à un policier « Ah ben bravo », parce que les policiers étaient en train de charger les manifestants, s'est retrouvé pris sous les coups et il est plein de contusions, de bosses, et évidemment il a passé 20 ans en garde à vue, sans qu'on ne retienne quoi que ce soit, aucune charge contre lui, simplement cette volonté d'intimider, d'humilier, et on n'intimide pas et on n'humilie pas la jeunesse. On la fait rentrer, au contraire, dans la vie publique avec nous. À quoi sert un président? Bonne question. Normalement, un président, ça sert à fédérer. Fédérer un pays, lui dire, voilà, j'ai une direction à vous proposer. Je vous mets les moyens en face pour vous dire comment on va y arriver ensemble, se projeter ensemble. Et là, je ne reviens pas sur ce qui était dit avant moi, par nos camarades communistes, écologistes, insoumis. La direction, nous la connaissons. Et là aussi, je n'épilogue pas. On y reviendra plus tard. Je reviendrai avec les uns et les autres à Limoges et on essaiera de matérialiser cette vision commune. Mais elle a déjà été esquissée, notamment sur la question écologique. Mais voilà ce qu'on attendait d'un président, qu'il nous dise « voilà où je vous emmène, voilà comment nous pouvons faire les choses ensemble. Et voilà quels moyens je mets en face. » Et les moyens, ils existent. Ils existent pour la retraite et pour le reste. Parce que ce qui est profondément choquant, c'est de laisser penser, comme il l'a encore rappelé hier, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la négation même de la démocratie, plus encore que le 49-3, plus encore que tout le reste. Expliquer qu'il n'y a qu'un choix possible, le sien. Ce fameux, pardon pour l'accent, « there is no alternative » de Margaret Thatcher. Ce truc qui dit « vous n'avez pas le choix, c'est moi ». Eh bien, nous avons, et c'était l'intérêt du débat parlementaire, fait la démonstration à l'Assemblée comme au Sénat qu'il y avait évidemment des alternatives, que les financements, ils sont possibles. Là aussi, je n'épilogue pas parce que je ne veux pas être trop long, mais quand même, il faut se rappeler d'une chose. C'est qu'il y a quelques mois, l'État a mis 140 milliards sur la table pour aider les entreprises qui en avaient besoin pendant la crise sanitaire. Et maintenant qu'elles sont revenues à meilleure fortune, que le CAC 40 fait 160 milliards d'euros de profit, de super profit dans l'année qui s'est écoulée, après avoir fait l'année précédente 174 milliards d'euros de profit, eh bien, on ne peut pas leur soutirer 15 à 20 milliards par an, mais c'est inadmissible, c'est indécent, indécent, indécent. Je donne une solution parmi d'autres, celle que j'aime bien aussi rappeler, c'est qu'il suffirait que nous mettions à parité le salaire des femmes avec celui des hommes à fonction égale, pour que le trou de 12 milliards qui nous est présenté soit instantanément dissous. Alors oui, l'égalité salariale, 100 fois oui, plutôt que de venir chercher 2 années sur la vie et prélever un impôt sur la vie des Françaises et des Français. Ils ont, au mois de décembre, par un autre 49.3, décidé de faire un cadeau de 8 milliards à nos entreprises, après avoir fait la suppression de l'impôt sur la fortune, après avoir imposé ce qu'on appelle la flat tax.
Ah oui, là, il faut que j'arrête. Donc, j'arrête. Alors, je m'achemine vraiment vers ma conclusion pour vous dire que tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux, comme ce président n'est pas sérieux quand il nous explique que nous sommes des factieux. Non, nous sommes légitimes. Oui, nous sommes légitimes à exiger le retrait de la réforme. Non, nous ne voulons pas prendre d'assaut le Capitole. Non, nous ne sommes pas des factieux. Nous sommes le peuple de France qui défend ses droits. Nous sommes le peuple de France qui défend l'héritage historique que nous ont légué nos aînés. Nous sommes le peuple de France qui, tous ensemble, dit 64 ans, c'est non. Nous sommes le peuple de France qui, après Victor Hugo, dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Nous ne sommes rien. Alors, soyons tout. Merci. Merci